Première défense de titre pour Khamzat Chimaev et c'est face à l'ancien champion Sean Strickland. Clairement et de très loin l'un des combats les plus intéressants cette année, en tout cas jusqu'à présent. Grian, qu'est-ce qui t'excite particulièrement dans cette opposition ? Je vous avoue que je suis pas très excité à première vue. Je me suis bien hypé à regarder les combats et à faire cette analyse. Voilà, je vais espérer avoir un petit peu d'opposition de la part de Strickland. Donc ça va être un petit peu mon gros intérêt, c'est de voir si ce que j'ai pu déceler dans ces derniers combats pourrait amener un petit peu plus de suspense. Ouais. Alors, je vais directement rebondir sur le fait que la hype du combat. J'ai une émotion partagée par rapport à ça. D'un côté, je m'attendais à beaucoup plus de hype. Donc, j'ai un genre de déception en disant, en fait, on n'en parle pas tant que ça. Alors, certes, c'est encore que la semaine prochaine. On est en train d'enregistrer, on est vendredi soir. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est pas plus mal parce que le genre de hype que ça aurait pu générer n'est pas celle que j'apprécie particulièrement. Donc, sentiment partagé par rapport à ça. On verra aussi la semaine prochaine si ça monte un peu en puissance, mais j'ai l'impression que ça bouge pas des masses. J'ai vu pas mal de tweets par rapport à la vente des places où c'est vide. Il y a encore beaucoup de places à vendre. Donc voilà, maintenant pour revenir sur le combat, moi ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'approche de Khamzat. Est-ce qu'il viendra avec des mauvaises intentions comme sur l'entièreté de son run, ou bien est-ce qu'il va venir jouer la même carte qu'il a joué contre Dricus du Plessis avec un côté peut-être un peu plus prudent. Et pour moi, ça régit un peu l'intérêt sur mon combat. Allez, on va analyser ça après le générique. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Cet épisode est sponsorisé par Unibet.fr. Les meilleures cotes sur le MMA s'y trouvent et notre lien en description vous offre des crédits de jeu. On vous invite évidemment à ne jouer que si c'est avec une approche récréative. Le challenger, Sean Strickland, il possède un palmarès de 30 victoires pour 7 défaites, 17-7 sous la bannière de l'UFC, 12 victoires par KO, 4 par soumission et 14 à la décision. Je souligne ici qu'il ne s'est jamais fait soumettre dans sa carrière. Les 7 défaites sont soit par décision, soit par KO. Il possède le plus haut volume de jeu en striking avec 6 frappes qui touchent à la minute pour la division, en tout cas le top 15 des middleweight, malgré une précision à 42%, ce qui signifie qu'il envoie plus de 14 frappes à la minute. Et il a aussi la meilleure responsabilité défensive avec 60%, 7 points au-dessus de la moyenne du top 15 des 84 kilos. On doit aussi citer pour l'analyse de ce combat, sa takedown defense, elle est à 76%, c'est 12 points au-dessus de la moyenne du top 15 de la division. Comment est-ce que tu décris Sean Strickland ? Sean Strickland, on peut le décrire comme un striker, clairement. Il a adopté un style très particulier en utilisant le filichel, tu vois, et en utilisant une jambe avant qui menace plutôt bien avec ses tips, avec ses montées de genoux. C'est un gars qui semble un petit peu intouchable dans sa manière de bosser et qui travaille bien avec son jab pour faire relativement simple, quoi. On en avait déjà beaucoup parlé de son style atypique, peu reproductible, mais très efficace. Il a vraiment ce côté... peu reproductible, tu peux le faire, c'est pas un problème. C'est chiant pour les... Des fois, je fais le style Sean Strickland en sparring, mais les gars, c'est chiant pour eux, quoi. C'est particulier. Ouais, mais je le trouve peu reproductible dans le sens où il paraît très simple, mais le fait qu'il soit aussi efficace, c'est qu'il a vraiment perfectionné ce style-là. Et tu peux pas, je pense après 4 mois, être aussi efficace que lui avec un style... Je pense que personne ne le reproduit parce que c'est moche. À regarder esthétiquement, c'est pas terrible, quoi, mais c'est pénible. Quand t'as un Sean Strickland, c'est pénible. Ou quand tu joues ça, c'est facile, c'est pénible pour les autres. C'est facile. Oui, clairement, c'est pour celui qui le fait. Non, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il a été capable d'adapter une garde vraiment adaptée à la boxe anglaise, le filichel. Il l'a adapté au MMA en utilisant en plus une position très très droite et avec cette jambe qui remonte, qui repousse. Il est très très en arrière, ça fait partie aussi de la stratégie du filichel, de pouvoir se cacher derrière son épaule, reculer, etc. Et puis il va envoyer ce jab qui part d'en bas, qui est pas là pour mettre KO en soi, tu vois, mais qui est là pour surprendre, qui est là pour ennuyer, pour harceler, tu vois.
Et non, on le voit bien, il a été champion pour une raison, il combat à nouveau pour la ceinture pour une raison, tu vois? C'est que c'est efficace. C'est efficace, je pense que c'est reproductible. Je pense qu'il y a pas grand monde qui a envie de le reproduire par contre, voilà. Moi, alors c'est moins mon champ d'expertise, mais j'ai l'impression que ceux qui adoptent la filichelle en boxe anglaise sont plutôt des contreurs ou plutôt des gens qui ont, allez, un attrait, une priorité sur la défense. Ouais. Quand tu vois le volume de jeu de... Alors, Strickland, on l'a dit, hein, sa défense, 60%, c'est énormissime. C'est Mmh. une très grosse stat. De l'autre côté, c'est aussi celui qui envoie le plus offensivement, qui envoie à la fois le plus de frappes qui touchent, mais aussi le plus de volume, tout simplement visuel, parce que c'est 42% de précision, c'est très faible. Donc, il y a un très, très haut volume de jeu. Donc, c'est assez intéressant d'avoir quelqu'un qui adopte cette filichelle, mais qui a un haut volume de jeu en plus. Et ouais, les contres, c'est aussi là. Il est capable de travailler dans la poche. C'est pas son jeu ultime, on va dire, mais si tu surengages, il va pouvoir répondre. En fait, la particularité du fichier, effectivement, ça a été popularisé hein, par Mayweather. C'est vraiment un système assez défensif pour les contres, mais c'est excellent pour utiliser un jab qui part depuis en bas, tu vois, les up jab comme ça. C'est une position qui est, comment je pourrais dire, qui casse un petit peu les codes de la distance. T'es beaucoup plus près qu'il ne le pense, tu vois, et en même temps beaucoup plus loin qu'il ne le pense quand lui attaque. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc il est là, il se dit ah ça va, il est loin, et puis bah en fait t'es très proche pour pouvoir envoyer ton jab, tu touches, et quand lui cherche à attaquer, bah tu fais un retrait, et t'es plus à distance. Mm. C'est très particulier, mais c'est très efficace, quoi. Alors, j'anticipe peut-être un peu la suite de la discussion, mais est-ce que par rapport à la lutte, il y a autant d'avantages, par rapport à la lutte défensive plutôt, est-ce qu'il y a autant d'avantages à cette posture et cette garde que sur le striking? Alors sur la question de la lutte, tu as parlé de son pourcentage de takedown defense, hein, il a une très bonne défense de lutte. Et encore, je pense que parce que là, je me rematais son dernier combat, et je pense qu'il y a plein de déplacements qu'il utilise depuis pas si longtemps que ça, qui lui permettent de réduire encore plus les tentatives de mise au sol. Donc on va en reparler hein, concernant Hernandez, mais enfin voilà, moi j'étais frustré sur ce combat-là. Je pensais que Fluffy Hernandez allait rentrer beaucoup plus en lutte à l'ouvert. On avait vu qu'il avait qu'il était ouvert une fois à l'ouvert. C'est Dricus du Plessis qui a montré que c'était possible de le mettre au sol relativement facilement. Ah ouais. Mais en même temps, pour revenir à ta question, le fait d'être relativement droit, d'avoir le poids en arrière comme ça, eh ben, si vous regardez le combat de Duplessis, à l'ouvert, Duplessis attrape les deux jambes, Sean Strickland tombe, mais comme il est très très haut, très très droit sur sa appui, il sort relativement facilement, tu vois. Mm. Et donc ça fait partie des choses où c'est pas si facile de le contrôler parce que bah, tu saisis ses jambes facilement, elles sont accessibles. Et encore, parce que comme il lève souvent les genoux comme ça, bah, ça peut être un petit peu inquiétant. Donc ça contribue au fait qu'il soit pas non plus surattaqué, tu vois. Mm. Et une fois que tu as saisi, il tombe. Il faut encore, une fois que tu l'as mis au sol, remonter jusqu'à son dos pour pouvoir le plaquer au sol, tu vois. Et bien c'est là où il va se traîner jusqu'au mur, jusqu'à la cage, se relever et pouvoir refaire face ou s'échapper. Donc, indirectement, c'est peut-être une position qu'on déconseillerait, d'être relativement droit comme ça pour la lutte. Mais au final, le résultat, c'est que ça a un intérêt. Ça a un intérêt d'avoir des jambes qui sont disponibles pour pouvoir menacer un genou ou un kick que tu n'as pas envie de te prendre, tu vois. Et puis, bah, si tu saisis ces deux jambes, ça va être très facile. Mais par contre, et c'est un truc qu'on n'utilise pas forcément beaucoup en lutte parce qu'il y a les chaussures, c'est très facile de s'extraire par le haut et puis ou de se traîner assez rapidement jusqu'au mur et utiliser le mur pour se relever. Et c'est ce qu'il a fait hein, face à Dricus du Plessis. Donc j'ai envie de te dire, oui, c'est de la manière dont il utilise. Et je sais pas s'il a réfléchi hein, sur ce style-là ou si c'est le fait d'expérimenter en sparring, mais oui, ça lui sert dans sa défense, clairement. C'est vrai on pourrait légèrement modifier la définition de l'intérêt d'une bonne lutte défensive en MMA, parce que empêcher l'adversaire de te mettre au sol, c'est une manière, mais en réalité, si ton adversaire t'amène au sol mais n'arrive pas à te contrôler derrière, c'est aussi, pour moi, ça fait partie d'une bonne défense de lutte. Et encore plus loin, empêcher l'adversaire ou freiner l'adversaire à shooter souvent, c'est aussi un élément. Je pense que quand on parlait de Cyril Gane à l'époque, c'était souvent Exactement. ça qui revenait, c'est t'es face à un super bon striker, ta stratégie, ça devrait être de le lutter. Et quand tu voyais le nombre de tentatives d'amener au sol contre Cyril Gane tenté à l'UFC, c'était très faible.
Et c'est parce qu'il y a un très bon système d'anti-lutte sur les déplacements, sur les armes qu'il utilise, sur le jeu de feinte, sur le jeu de in and out. Et donc ça, c'est un élément qui peut faire partie de la lutte défensive. Si on shoot peu sur moi, automatiquement, je fais partie de ceux qui ont une bonne lutte défensive, même si ma stat peut être faussée parce que peu de gens tentent le coup. Et tu peux aussi avoir des combattants, et je pense que Jack Della Maddalena pouvait faire partie de cette catégorie avant son combat contre Islam, c'est OK, on l'amène facilement au sol, mais qui le contrôle derrière? Très, très peu de gens. Parce qu'ils ont un très bon système pour se relever ou accepter le scramble. Et Strickland, c'est peut-être un peu ça. J'ai pas l'impression, en tout cas, quand je regardais contre Dricus, les 2 premières amenées au sol, donc celle à la fin du premier round et celle à la fin du deuxième round, c'est pas une énorme takedown defense. Mais par contre, il fait bosser derrière pour réussir à le contrôler. Et j'ai pas souvenir d'avoir un Sean Strickland plus de 2 minutes sur son dos. Non, non, il se relève. Il a un système pour pouvoir se relever qui est déjà bien établi. Mais juste pour en revenir sur ce que tu disais sur les déplacements et le parallèle avec Cyril, ce qu'on appelle les compétences invisibles, et je pense qu'elles le sont encore plus. Je vais faire le lien avec le combat de Fluffy Hernandez dont je parlais tout à l'heure. Moi, j'étais un peu trop focus peut-être sur Fluffy Hernandez. Hein. Je m'attendais à ce qu'il rentre un peu plus. J'ai pas trop compris la stratégie, et je pense qu'il y a effectivement une part de choix stratégique qui peut être requestionné. Mais en revoyant le combat, j'ai essayé de me décentrer d'Hernandez et vraiment regarder un petit peu ce qui se passait. C'est quelque chose que j'avais pas repéré avant, et je pense qu'il est nouveau dans sa manière de combattre, c'est qu'on avait un Strickland, qui boxait beaucoup en arrière, et 2, qui désengageait en latéral, en cerclant, et en changeant de garde. Et ça, c'est les compétences qu'on connaît de Cyril dans sa manière de pouvoir cercler, de pouvoir faire des grands arcs de cercle en pas chassé, tu vois. Eh bien, lui, il a commencé à le mettre en place. Et si vous regardez contre Fluffy Hernandez, il y a je sais pas si tu vois le mouvement, le Cuban check hook, quand tu es en Tu droitier l'avais comme montré à ça. notre stage amateur. Ah ouais, et puis tu changes de garde, et puis tu envoies ton crochet et tout. Mais ça, c'est ce pivot-là qui te permet de changer de garde, il l'utilise à pas mal de reprises, quoi. Donc, si vous regardez bien, je pense qu'au premier round, il y a une tentative. Alors, je sais pas si c'est une vraie tentative, mais en tout cas, il met une frappe, il fait un changement de niveau, il reboxe. Et à ce moment-là, tu as Strickland qui fait son pivot pour passer en gaucher, qui est déjà plus qui est plus l'axe. devant. Tu peux Ouais. plus l'attaquer, quoi. Il le fait donc latéral classique sur sa propre droite. Et j'ai noté, je sais plus, en deuxième ou troisième round, il le fait, je ne sais plus combien de fois, il désengage quasi que à gauche. Il est moins statique qu'avant, et effectivement, lutter contre quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est compliqué parce que tes entrées en lutte, tu dois bien gérer la distance et tu dois bien gérer l'angle, comme en Ah pied-point bah, en fait. Ouais. pour moi, c'est même plus une question d'être moins statique, c'est une question d'avoir là, il a intégré un jeu de jambes qu'il, pour moi, n'avait pas avant. Et quand j'ai regardé les combats contre Duplessis, il faisait jamais ça, quoi. Il faisait pas, il était là, sur les amener au sol dont tu parlais sur le premier round, il est là, il envoie une frappe, ça descend, et il se baisse pour essayer de défendre avec les 2 jambes. Alors que contre Hernandez, je pense qu'il s'attendait beaucoup plus à la lutte, et plutôt que de descendre, il change sa garde. Et ça change tout, hein. Ça change déjà, tu n'es plus en face de ton adversaire, et puis en plus, le fait de shifter tes jambes, la tête que tu espérais, je sais pas moi, par exemple, il est droitier, tu rentres avec ta tête sur son flanc gauche, et une fois, le bras il est trop loin, et t'es sur son flanc intérieur, tu vois. Ouais. Et C'est toujours sur le flanc gauche, mais il est devenu oui, intérieur voilà, et pas en extérieur. extérieur, Ouais, voilà. ouais. Tu veux rentrer tête extérieure, il change de garde et t'es tête intérieure avec un bras qui est beaucoup trop loin pour la jambe arrière, tu vois. Et rien que ça, ça défend tout, tu vois. Donc ça, c'est le petit point, en tout cas, voilà, qui, comme je vous l'ai dit, j'étais pas trop hypé, mais là, il y a des petits éléments comme ça qui sont en train de monter, voilà, mon niveau de hype et mes questionnements. Alors, on va relativiser après, hein, bien évidemment. Mais en tout cas, je pense clairement que sa défense de lutte, elle est, elle est réellement présente. Elle est réellement présente. Il faudra pas la sous-estimer du côté de Chimaev. Il faudra pas qu'il se dise, même s'il est extrêmement doué, il faudra vraiment qu'il le prenne au sérieux pour faire passer Strickland pour encore plus un débutant, tu vois.
Je crois qu'on a eu le même cheminement sur notre analyse, dans le sens où C'est vrai. tu sais, tu rentres dans l'analyse en mode ok, qu'est-ce qui peut m'intéresser dans ce combat? Parce que sur papier, effectivement, tu es là, tu fais ok, ça paraît être un no match. Et donc, effectivement, il y a quelques petits détails comme ça qui peuvent intéresser. Et puis, on en parlera plus tard, mais moi, l'autre détail, c'est que Strickland, il a quand même pas mal de victoires en étant gros underdog. Et donc, tu as à chaque fois ce truc de Ouais. il vient créer des surprises. Donc, rien que ça, c'est pas une analyse, enfin voilà, c'est une analyse de bistrot. Il a déjà été underdog contre Adesanya. Son dernier combat contre Fluffy, il était méga underdog. Pourquoi pas ici? Donc, ouais. Passons Bah, à Khamzat Chimaev. Vas-y. Moi, ça fait partie aussi de bistrot, peu importe, mais je t'avoue que ça fait partie aussi des trucs que j'ai en tête. Ah, il peut nous surprendre, il l'a déjà fait. Et oui, effectivement. Juste un dernier point sur Strickland, c'était sa gestion d'énergie aussi. On n'a pas parlé, mais enfin, si tu t'es un petit peu abordé sur sa manière d'être assez économe, Vas-y. mais c'est vrai que c'est une qualité, et ce combat-là, je pense il faut la souligner, quoi. C'est un mec qui peut bosser que derrière son jab, que frapper, que se déplacer. Et par contre, effectivement, s'il voit une opportunité de te finir, il y va, quoi. Exact. Et donc, bon, voilà, ça, c'est un truc qu'il faut souligner, surtout sur ce combat-là, je pense. Ouais, de fait, bah, c'est un peu. Enfin, c'était la grande question qu'on avait sur Khamzat avant son dernier combat. Mais donc, on peut continuer à l'avoir parce que son dernier combat, il avait vraiment la main mise sur le rythme. Ici, tu pourrais avoir un combat où, une grosse surprise, il ne l'a pas et ça pourrait ouvrir pas mal de questions en cours de combat. Khamzat Chimaev, c'est un palmarès intact en 15 sorties professionnelles, dont 9 à l'UFC. C'est 6 victoires par KO et autant par soumission. C'est 5,3 amenés au sol à succès par 15 minutes, ce qui est pour lui 55% de réussite dans ses tentatives de takedown, 17 points au-dessus du top 15 des middleweight. Et c'est aussi le meilleur différentiel en striking de la division avec 1,7. Comment est-ce que tu décris son MMA? Bah, je pense que voilà, hein, sans surprise, hein, c'est un lutteur. Oh waouh. Ok, Non, passons au bah, facteur X. Non, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, donc, ouais, ça fait partie des lutteurs qui, tu vois, tu parlais de reproduire quelque chose, tu vois. Autant Strickland, tu peux le reproduire, mais Chimaev, c'est un peu plus compliqué, tu vois. ah oui, il faut un Chimaev, sacré pour niveau en moi, tout cas. Ouais. il a atteint un niveau de lutte, alors en MMA, bien évidemment, qui fait que bah, il peut se dédouaner de certains basiques, tu vois. Il peut attaquer sur des, entre guillemets, mauvais timing, et il a une compréhension de. Il est impressionnant. Donc, ouais, sa lutte, elle est exceptionnelle. Son striking est relativement bon, mais voilà, relativement bon, et sert sa lutte, hein, clairement. Ouais. Moi, j'aime bien. Alors, j'étais étonné, j'avais jamais trop remarqué ça, mais en fait, c'est quelqu'un qui se présente en droitier pour boxer, qui envoie et qui shift et qui passe facilement en gaucher. Je pense que, bah, comme pas mal de lutteurs, hein, les droitiers en lutte, hein, c'est la jambe droite devant. Ouais. Et en boxeur, donc je pense il est droitier, quoi. Il est droitier, et puis bah, il est peut-être plus à l'aise. Je me demande comment il lutte d'ailleurs quand il lutte avec des comme ça, tu vois, De en tête, je me souviens freestyle, plus. s'il a pied droit devant, pied gauche. J'ai regardé son truc contre Jack Hermanson à l'époque, mais j'ai plus de souvenirs si c'était Ouais, en ouvert ou fermé. Ouais, c'est il y a ouais. longtemps. Et puis les highlights, c'était vraiment de la gréco. En tout cas, voilà, c'est une petite particularité que j'avais pas remarqué, mais il change de garde. Pour autant, il est capable de shooter, peu importe la garde. Il peut rentrer en gaucher, en droitier, tête à l'intérieur, tête à l'extérieur. Sa grande force, c'est quand même de pouvoir partir de loin, clairement. Ouais. Mais alors, moi, je trouve, ouais, sa force, c'est que quand il arrive au contact, donc ce qu'on appelle le drive, c'est qu'il va pousser avec sa tête et conduire les gens vers le haut avec ses bras, tu vois. Mais il y a eu des attaques où il rentre comme ça, il passe la tête de l'autre côté. Sur Duplessis, je sais pas si tu as vu celle-là, et en fait, tu fais un demi-tour, tout simplement. C'est début de Cut de deuxième, corps. je pense. Celui Ouais. début de deuxième round. Ouais. Ce qu'on appelle cut de corner, donc tu fais un demi-tour, tout simplement. Et voilà, des petits éléments comme ça qui sont... bah voilà, quand je dis que c'est difficile à reproduire, c'est que c'est très, très instinctif, et ça demande, bon, bah, au-delà de la technique, des années et des années de pratique pour comprendre un petit peu les réactions, comprendre ce que va faire l'adversaire. Donc ça va être sa grosse base, sa lutte. Et puis, bah, alors, sa lutte, par contre, c'est une lutte de formation freestyle. Donc, on l'a vu sur son dernier combat, c'était peut-être un petit peu frustrant, mais il va chercher surtout le body lock une fois qu'il est dans le dos. Il n'y a pas forcément
et il va chercher à remettre au sol, mais il n'y a pas forcément d'évolution de grappling, à prendre le dos, passer, je sais pas moi, un triangle de corps, étranglement arrière. Et puis sur le dos, il va vouloir chercher à contrôler et frapper. Donc, Ouais, pas mal ouais. de crucifix, il a pris aussi contre Oui. Dricus. Et ouais, je sais pas à quel point c'était un ajustement pour le combat en lui-même, mais on l'a vu beaucoup plus prendre des positions de contrôle et se satisfaire de ces Exactement. positions de contrôle. Il y a toujours un travail pour rester actif, pour empêcher l'arbitre Oui. d'avoir une raison de relever. Mais c'est Ce arrivé qui- quand même 2 fois. Hein. Mais Sur le malgré 4 et le tout, 5. malgré tout, c'est arrivé 2 fois parce que les frappes Du sont coup, très c'est- légères ou parce qu'il Ouais. patiente un peu trop. Et c'est vrai que ça change par rapport à tout ce qu'on avait vu par le passé où il était quand même beaucoup plus actif, beaucoup plus à la recherche de frapper, beaucoup plus à la recherche d'améliorer sa position, de menacer une soumission. Mais ça le rend plus compliqué à battre en fait, hein, d'avoir cette corde à son arc. Purée, pour une fois que je réussis une expression sur Fight Minds. C'est ça qu'on dit quand même, hein. D'avoir une corde à son arc. Ouais. Plusieurs cordes à son arc. Oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Mais attends, c'était quoi? Il y a 2 podcasts, j'avais dit, il avait les yeux froids. Les gens ont pété de rire en commentaire. Au lieu C'est vrai de pas froid aux yeux, tu vois. Il a pas les yeux froids, j'avais dit. Ah là là là, elle est pas mal quand même. Ouais, c'était pas mal. On va la garder. Ouais, ça rend le truc plus compliqué, mais en même temps, comment dire ça? Moi, je trouve qu'il est un peu coincé. Je suis un grand fan de Khamzat, hein, je le vois large favori, mais je trouve que c'est un dilemme pour lui. C'est un dilemme pour lui. Il a d'un côté des super réussites où il est allé à 100% et il a eu des finishes très rapides, une domination totale, tu vois, jusqu'à ce qu'il tombe sur un niveau supérieur ou sur une technique qui fonctionne pas, et que ça devienne beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'il va tout cramer au premier, et puis après, il faut survivre, il faut résister. Mais là, il se retrouve sur des synchrones, et il peut plus se permettre de donner autant au premier round, avec un risque de ne pas pouvoir faire son 4e et son 5e round, tu vois, clairement. Clairement. Et ça, c'est vraiment les lectures, parce que Dricus du Plessis, c'est quelqu'un qui est tenace et qui peut rester dangereux sur 4e, On l'a 5e vu, round. hein. Et Strickland, c'est la même chose ici, hein. Exactement. Et voilà. Et tu parles de Duplessis, mais quand il a affronté Strickland, quand il a affronté Chimaev, le 5e round, c'était chaud, hein. D'ailleurs, alors bon, je l'ai pas scoré, mais d'ailleurs, j'étais pas étonné, mais je m'étais dit que ouais, il aurait pu perdre ce round-là, tu vois. Il finit en monte, il se fait prendre le dos, il se prend 2-3 patates, tu vois, il y a une guillotine qui foire complètement Duplessis, mais il gardait sa position, tu vois. C'était chaud, hein, c'était très très chaud. Donc c'est pour ça, je trouve qu'il se retrouve un petit peu dans c'est aussi peut-être un gros intérêt sur ce combat, c'est que face à ça, donc il a 2 grosses forces, hein, son grosse intensité premier round et puis sa capacité de contrôler, mais qui en devient une faiblesse parce que s'il réussit pas à soumettre ni quoi que ce soit, parce qu'il manque peut-être un petit peu de finesse en grappling, tu vois. Et moi, j'aimerais vraiment le voir évoluer sur son grappling, sur son approche, par exemple, du crucifix, tu vois. On va parler du crucifix, mais écoute, pour mettre des petites frappes comme ça, tu finis pas un combat comme ça, tu vois. Non, prendre un Donc, peu les techniques de John Jones en crucifix, quoi. voilà, il va falloir couper avec le coude, il va falloir, je sais pas, pourquoi pas évoluer sur autre chose, sur la kimura, j'en sais rien. Je suis persuadé qu'il est capable de pouvoir rajouter un petit peu de grappling qui lui permettrait de finir ses combats avant la fin. Et notamment, tu vois, sur le contrôle, ça c'est un truc que je parle souvent, mais un contrôle dans le dos avec un body lock, pour moi, T'as pas de menace. C'est du contrôle. Ouais, c'est nul. Enfin, c'est nul. En MMA, pour moi, je trouve ça nul, quoi. C'est que t'es 100% contrôle et ça n'a aucun intérêt. Tu peux pas frapper ton adversaire, tu peux pas commencer à évoluer pour l'étrangler. Donc oui, je suis d'accord, si tu passes un seat belt, donc là, tu as une menace pour l'étranglement, mais tu perds l'avantage, tu perds 50% du contrôle. Tu es 50% en attaque, 50% en contrôle. Moi, je trouve ça pas terrible non plus, tu vois, le seat belt. Mais voilà, je pense qu'entre... Au moins, t'as une opportunité offensive, quoi. T'as une menace offensive. Ben oui, mais il y a d'autres chemins. Là, j'en ai parlé, la prise de dos, type vraiment beaucoup plus grappling, triangle de jambes, tu t'installes, tu prends par exemple ton 2-on-1, tu vois. Tu as un 2-on-1, c'est un meilleur contrôle, tu peux t'installer, tu peux après menacer avec les étranglements. On en a parlé avec Pantoja, les deux Pantoja, au-dessus. tu vois. Tu prends ton contrôle, ta soumission, et Pantoja, sa force,
c'est de sortir une petite main menacée et puis il sort la deuxième. Toi, tu défends celle-là en pensant que l'autre est en train de contrôler et il t'étrangle, tu vois. Donc moi, c'est vraiment un petit peu l'espoir que j'ai, tu vois. Et Vraiment de voir évoluer là-dessus. Ouais, et puis on a parlé de Gunnar Nelson il n'y a pas longtemps aussi, qui avait un jeu de système dans le dos, à prendre de la distance d'abord et puis à se rapprocher. Ouais. C'est qui a failli passer récemment, il y a vraiment pas longtemps, le bras tête du dos, la Andrew Tackett ou la Ruotolo. On avait dit que C'était Charles Oliveira c'était la l'avait... Takettine qui a failli passer le week-end dernier, non? Ouais, mais c'est qui l'a tenté que c'était pas loin. La mémoire me pose défaut. Mais bon, voilà, ce sont des options. Parce que même avec le site belt, tu peux partir sur celle-là éventuellement. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, alors, est-ce qu'il y aura besoin de voir plus du grappling? Peut-être pas pour ce week-end, mais en tout cas, je pense que si... Moi, ce qui va m'intéresser dans ce combat notamment, c'est que là, je revoyais le combat contre Dricus du Plessis et franchement, je suis allé avec des mauvaises attentes parce que les souvenirs qu'on en avait, c'est que c'était décevant, c'était pas chouette à regarder et tout. Moi, franchement, techniquement, je trouvais ça incroyable. En tout cas, sur les Oui, je suis amenations, d'accord. c'est quelque chose d'exception. Et effectivement, ma grille de lecture, c'est qu'il donnait beaucoup, beaucoup d'énergie pour mettre au sol. Et une fois qu'il avait réussi son amener au sol et qu'il se sentait confiant dans son contrôle, c'est là où il allait économiser l'énergie, ce que je trouve stratégiquement intéressant. Et alors ici, contre Strickland, j'ai l'impression qu'il ne devra peut-être pas mettre autant d'énergie pour les mises au sol, mais il va devoir mettre plus d'énergie pour le contrôle derrière. Donc il y a un petit ajustement à faire sur l'approche et ça peut être assez intéressant ici. Ah bah, il n'y a pas plus qu'un ajustement. En fait, donc déjà, il va falloir... on va peut-être passer sur les game plans, mais il y a une vraie problématique entre, d'un côté, Chimaev qui va chercher son body lock au niveau du corps, et de l'autre, le système défensif de Strickland. Donc, il va au mur, bien évidemment, mais souvent, quand tu as quelqu'un, il vient casser ce grip, quoi. Et il arrive à casser ce grip. Et je pense pas que, comment il s'appelle, Duplessis ait plus de force que Chimaev, tu vois, pour garder Zora. Enfin, voilà, hein, je sais pas, je sais que Clément avait parlé sur la force de Chimaev. Il disait que non, il avait pas une force incroyable. Il avait juste des bons placements, parfaits, tout était nickel, il avait une compréhension du corps. Mais voilà, il a pas une force surhumaine. Et donc, c'est pour ça que je me dis il va devoir faire des adaptations. Parce que sinon, c'est possible, s'il reste sur son contrôle, son body lock dans le dos, s'il réussit à lui prendre le dos et reste là-dessus, Strickland, il va sortir, quoi. Il va sortir et lui, il pourra pas attaquer de toute façon s'il a ses deux mains dans le dos. Surtout que, il me semble que j'avais fait une analyse du système défensif de Burns contre Chimaev. Alors ça remonte, il y a du temps qui s'est écoulé, il y a peut-être des progressions qui ont été faites, mais vraiment le système défensif de Burns, c'était empêcher à tout prix la ceinture. Il était tout le temps il cherchait simplement le two-on-one et il écartait une des mains par rapport à l'autre bras. Et ça laissait à chaque fois une ouverture de défense. Il faut que je retrouve. C'est très vieux dans ma mémoire, mais il me semble que quand j'avais fait une analyse, j'avais fait vraiment, Burns, il s'est concentré sur une chose, c'est prendre en two-on-one et empêcher qu'il y ait ceinture du côté de Khamzat. Et ça justifiait pourquoi il a été si difficile à mettre au sol pour Khamzat dans ce combat. Alors, j'ai pas noté de Factor X, mais honnêtement, comme on a le chapitre dans l'épisode, je me sens presque obligé d'en trouver un. Donc, le seul envisageable pour ce combat, c'est le côté émotion. Je pense que Strickland est borderline sociopathe, donc rien ne l'affecte. Il dit beaucoup de choses, mais en combat, il est focus. Khamzat, il a peut-être le profil un peu plus qui pourrait se laisser emporter par les émotions, mais je crois que c'est aussi le profil qui pourrait en tirer des bénéfices, d'être dans l'émotion dans son combat. Donc, pour pur Factor X, on dit toujours un Factor X, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre. Donc là, j'ai l'impression que Strickland, peu importe ce qu'il va dire en conférence de presse, il combattra de la même manière. Khamzat pourrait se laisser emporter par ses émotions et combattre d'une manière légèrement différente que sa stratégie initiale. Mais j'ai l'impression que ça peut aussi le rendre plus dangereux. Ça peut être contre-productif pour lui, mais ça peut aussi le rendre plus dangereux. Bah écoute, je sais pas, j'ai cru entendre une déclaration de Chimaev qui disait qu'il en a rien à faire de ce que pouvait dire Strickland, tu vois. Ça, en gros, ça lui passait au-dessus, vraiment, s'en fichait royalement, tu vois. Et moi, j'ai envie de croire à ça, et je pense qu'on doit, en tout cas, j'ai l'impression, parce que tu disais que ça parle pas beaucoup du combat, mais j'ai l'impression que c'est ce que font les gens, et j'espère que ça sera un petit peu ça parce qu'il a fait quelques sorties, et puis quelques médias qu'on partagé les trucs là pour faire des vues, et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça a pas trop réagi, et je pense que on a déjà parlé sur ce sujet-là. Moi, je pense que c'est une bonne chose de pas réagir sur ce genre de choses, et moi, je pars assez confiant que Chimaev, voilà, il va faire, il n'aura rien à faire.
On aura deux Peut-être. cas concentrés sur leur victoire. Voilà. Ouais. Je pense que lui, il va être concentré sur la victoire. Il se fera peut-être un petit peu plus plaisir s'il en monte avec des coups de coude, tu vois. Logique. Logique. Mais je pense pas que ce sera un facteur X. Et j'espère pas, en tout cas, qu'il prendra ça avec émotion. Mais je le vois pas être dans ce genre de choses. Je le vois être très posé et en avoir rien à faire, comme il l'a dit. Ça nous permet d'avancer très vite vers la partie la plus intéressante ici, le game plan. Donc, le blabla habituel, hein, là, on n'a même pas le justifier. C'est une opposition de style. Je vais pas expliquer pourquoi. Ramzat, il shoot très, très vite. Quelle est ta grille de lecture pour Strickland? Et c'est bien parce que moi, j'ai mes notes ici. Et en fait, on a déjà un peu plongé sur toutes mes questions. Tu Ouais. vois, est-ce que tu défends? Est-ce que tu acceptes, mais tu cherches à survivre en prenant de l'énergie, en étant dans l'économie d'énergie? Tu pourrais jouer avec l'arbitre, hein, comme on a dit. 4e, 5e round contre Ricus, ça se fait relever. Donc, tu pourrais te dire, OK, je vais juste essayer de neutraliser Bloquer, son ouais. jeu pour que l'arbitre m'aide à ce qu'on se remette sur les pieds. Être le premier à avoir un système anti-lutte avec des éléments spécifiques debout, ça peut être les micro-déplacements latéraux, ça peut être ses genoux qui montent, les tips, etc. Se transformer en Gilbert Burns sur le grappling défensif en allant faire une grosse analyse de ce qu'il a fait et voir si c'est reproductible aussi. Voilà, c'est pas mal de questions, mais en tout cas, ouais, tu dois venir en partant du principe qu'il va shooter très vite et il va shooter plusieurs fois si ça passe pas la première fois. Ouais, écoute, moi sur le game plan, j'ai noté que qu'il doit utiliser un peu les mêmes déplacements qu'il a fait contre Fluffy. Mhm. Donc les déplacements latéraux, les changements, les pivots pour les changements de garde, etc. Je pense pas que ce soit une bonne idée de vouloir avancer en montant ses genoux et en pensant qu'il va pouvoir connecter. Ça a été une des erreurs de Duplessis, hein. Enfin, erreur entre guillemets, mais il a touché quand même 2 fois avec des genoux et ça n'a pas arrêté Khamzat de mettre au sol, tu vois. Je pense que la première tentative, il prend un genou pas très loin, et je pense au 4e ou au 5e. Donc pour moi, ça serait, faut pas aller là-dedans. J'aime bien, je pense qu'il a plutôt intérêt à reculer comme il le faisait face à Fluffy. Je pense qu'il avait vraiment peur de la lutte de Fluffy. Et donc voilà, il boxe loin, il touche, il sort. S'il envoie 2 frappes, il est déjà très très réactif avec ses déplacements latéraux. Ça serait pour moi la première partie du game plan. Ensuite, je te rejoins sur le fait que il faut survivre, clairement. Et je pense que c'est un objectif de combat, c'est au moins d'atteindre le 3e round, quoi. Ouais. De survivre, de défendre la prise de dos, de faire durer le temps au sol, entre guillemets, à chercher à se relever. Je ne suis pas sûr qu'il ait nécessité de s'influencer de Burns, tu vois. Non. Pas aller dans des trucs trop complexes, parce que Burns, de mémoire, il y avait aussi genre des grandes birolles, des trucs comme ça, non? C'est possible? Oui. Non? Oui. Je sais plus. Mais voilà, je pense que, enfin, faut pas prendre Chimaev pour un débutant, hein. C'est un mec, voilà, Pas du tout, faut pas aller lutter avec lui, quoi. Il faut voilà, et pour pas lutter avec lui, il faut, je vais pas dire courir, mais éviter de se retrouver face à lui, tu vois? Et donc dans les déplacements, ça peut être intéressant, ses jabs, menacer un peu plus les uppercuts. Ça, c'est un truc chez Strickland qui m'ennuie de temps en temps sur sa manière d'envoyer, c'est qu'il envoie pas beaucoup d'uppercuts arrière, tu vois? Ouais, alors que la garde est fait pour. Ouais, la garde est fait pour, et puis voilà, face à des lutteurs ou face à des gars qui changent un petit peu de niveau, même si ça touche pas, c'est toujours flippant. C'est toujours super flippant, tu vois? Enfin, je sais pas, moi en sparring, des fois, je suis heureusement qu'il envoie pas un uppercut, tu vois? Parce que et c'est vrai que les gens, ils envoient pas beaucoup d'uppercuts arrière, quoi. C'est particulier. Je trouve que c'est peu utilisé et C'est pourtant ceux qui les placent bien, c'est beau, hein. Évidemment, on pense toujours à Gustafsson contre Glover Teixeira quand on parle du percute arrière en MMA. J'en envoie 5 d'affilée là dans le 5e round. Si t'as oublié le KO, va le revoir. Ah ouais, je m'en... Ah oui, Oh, si. Avec son... Des longs en plus, à la Gustafsson, avec sa longue non, allonge, c'était même quoi. pas c'était à la McGregor, même. Oui, Ça, oui, c'est oui. le- Ouais, c'est le c'est sûrement ça, le c'est plus- où t'as vraiment un mouvement presque exagéré, quoi, où ça part comment vers on appelle l'arrière, ça, ça ne bolo? retourne pas, quoi. C'est pas bolo comme ça? Bolo punch, c'est pas le back-end, ça. Bolo, ça vient pas de... Je sais pas, moi je pensais que c'était... Ouais, normalement, c'est plutôt Je un dis peut-être une revers. bêtise, mais il me semble que bolo en philippin, c'est machette, et donc bolo punch, c'est le back-end, il me semble. Mais voilà, je sais pas. Je me trompe. Mais en tout cas, voilà, c'est un on truc verra. enroulé comme ça, tu vois. Ouais. Ouais. Non, il envoie souvent son jab, et puis quand ça touche, il est avec ses crochets larges, tu vois. Et Ouais. c'est vrai que dans ses crochets, un petit uppercut qui monte, ça serait bien quand même. Ça serait bien.
Clairement. Mais voilà, ça c'est vraiment le truc. Et puis bah pour moi, il doit vraiment partir du principe qu'il va commencer à s'exprimer à partir du 3e, 4e, 5e. Ouais, ce serait son chemin de victoire, tu vois. Ouais. Moi, Ça je serait rajoute. vraiment son chemin de victoire pour moi. Ouais, moi, le petit élément que je rajoute, c'est toujours ce truc. Il y a quand même pas mal de lutteurs comme ça où tu te dis, OK, les body shots. Voilà, on en avait parlé pour Dvalishvili. Et je crois contre Khamzat, ça peut valoir la peine de les tenter. En tout cas, moi, donc, spoiler alerte, j'ai un épisode que j'enregistre mardi à 11h avec Mathieu de Sport sur Conseil. Ce sera sur Khamzat. Et je suis très curieux de voir si il parle de son long buste et que par conséquent, il y a peut-être une cible qui n'a pas encore été exploitée à ce niveau-là. Là, tu dirais avec les jambes, toi, alors? Ouais, bah le type, quoi. Ouais. Moi, c'est vraiment une question que je me pose sur les jambes. Il a pas utilisé tant de jambes que ça contre... il a eu ses genoux, si, il a placé ses genoux contre Fluffy. Mais c'est vraiment une question que je me pose, c'est est-ce qu'il va utiliser ses jambes face à... Ouais, je suis curieux. Je suis aussi curieux. Face à Chimaev, je sais pas si c'est une très bonne idée, quoi, dans le sens où Chimaev, voilà, hein, il met au sol avec ses double legs, on est d'accord, en lutte au corps à corps, mais voilà, s'il a une cheville, il est capable d'atteindre la cheville qui est au sol avec son pied, donc... De fait. Ouais. Ceci dit, personne ne l'a encore tenté. Et, Ouais. Pourquoi pas. Du coup, pour Khamzat, bon, c'est un peu déstructuré notre partie game plan ici, mais voilà. Pourquoi? C'est bien, on est passé à Ramzat, Non, on est c'est bien. Ouais. Ouais, c'est vrai en fait. J'ai l'impression que le game plan macro, c'est de faire ce qu'il fait d'habitude. On peut éventuellement aller analyser les réactions de Strickland en lutte défensive ou en grappling pour voir comment exploiter ou comment s'assurer d'avoir le contrôle derrière. Te connaissant, t'as pris quelques notes par rapport à ça? Ah bah sur le game plan, bah moi je vous l'ai dit, hein, moi j'attends un petit peu plus quoi de Khamzat, notamment sur la partie grappling. J'aimerais qu'il soit le premier à soumettre Strickland. Et ça c'est un bel objectif quoi. C'est un très bel objectif. C'est un bel objectif. Qui est atteignable selon moi. Ah, clairement, pour moi c'est atteignable. Pour moi c'est un bel objectif parce qu'il va être. Il a combien là sur les cotes? Il est ultra favori, j'imagine. Bah finissons le game plan et puis on y vient comme ça. C'est la Voilà. dernière partie. Donc je pense que il y a l'objectif un petit peu d'être le premier à finir ce type-là. Le deuxième, bah, c'est aussi répondre à la problématique moi que je trouve chez lui, c'est soit il faut aller à fond au premier round, si ça passe pas, bah, il faut survivre, c'est compliqué. Soit il doit tout contrôler et au final, bah, c'est compliqué un petit peu aussi, tu vois, mais sur 5 rounds, la fin peut être difficile, tu vois, et puis c'est pas très rassurant de faire un combat en disant je suis pas capable d'étrangler le type ou j'en sais rien quoi. Et donc pour moi il y aurait vraiment voilà déjà je pense qu'il doit lâcher ce body lock, je pense qu'il doit aller sur le 2-on-1, tout ce qui est il est de quelle région d'ailleurs? Khamzat. Ouais. C'est un Tchétchène, c'est tchétchène, il s'est beaucoup entraîné en Suède à voilà, All-Star donc Games. il doit je sais pas adopter trop. le Dagestani grip. C'est pas grave, prends ton Dagestani grip, arrête avec ton body lock, tu vois. Moi, je veux un 2-on-1, tu vois, je veux qu'il attrape le poignet de l'autre côté, qu'il frappe, qu'il s'installe. Ça, pour moi, c'est des choses qui vont être importantes aussi dans son contrôle. Il doit pas se retrouver à se faire casser son grip. Voilà, ça fait partie des choses. Et donc, non, je pense qu'il a un vrai game plan à préparer. Je pense qu'il doit arriver et on s'attend à une punition. Je pense que s'il arrive au talent, comme il fait d'habitude, ça va être compliqué. Mais il peut se rendre le combat compliqué en sous-estimant voilà. la capacité à Strickland de surprendre. Mais j'espère sincèrement qu'il aura bien préparé son combat, bien sérieusement, pour faire passer Strickland pour un débutant. Tu vois? Et ça, on le verra. Hein. C'est pas s'il le fait passer pour un débutant, on va pas dire on l'avait dit. Hein. Mais on verra si effectivement il fait d'autres choix, tu vois. D'autres choix techniques, s'il a d'autres chemins pour prendre le dos et tout, comment il s'installe. En tout cas, moi, je pense sincèrement qu'il a les possibilités de le faire. Et d'ailleurs, en fait, on parle beaucoup de ça, mais c'est vrai que Strickland, on avait pendant toute une période un peu cet arc narratif autour de lui, du fait que, étant donné que son style n'est pas esthétique, il est sous-estimé par tout le monde. Ouais, c'est vrai. Et quand tu combats contre lui, bah après, tu es surpris parce qu'en fait, c'est super efficace, même si c'est pas esthétique. Et on l'avait dit à plusieurs reprises. Et bon, force est de constater que c'est un profil très, très compliqué à battre. Et on peut pas dire qu'il a gagné ses combats parce que les autres l'avaient sous-estimé.
faut juste remettre le crédit là où il est dû, quoi. Quand il est venu battre Adesanya, il est venu le battre quand il a battu Nassourdine. C'était en short notice, certes, il y a plein de contextuels. Il l'a battu. C'est vrai. Pas Dricus du Plessis, mais là récemment, Fluffy Hernandez, comme tu l'as dit. On a tous été déçus, on s'est tous posé la question. À un moment, on avait même fait un épisode en se disant, tiens, est-ce que l'ère Paramount n'est pas dans le contrat, il n'y a pas un truc genre tu peux pas trop lutter dans les main events? Non, en réalité, c'est que Strickland est venu avec une bonne approche. Très bonne approche. Et ouais, je pense que la connexion entre lui et Mixic, même si à un moment elle a battu de l'aile, après la deuxième défaite contre Dricus, je pense, j'ai l'impression qu'ils reprennent une très bonne connexion, qui fonctionne bien ensemble. Ouais, clairement. Et juste un dernier truc sur Khamzat, j'en ai pas parlé, mais je pense qu'il doit mettre la pression. Et alors, il y a un autre chemin pour mettre au sol Strickland, on n'en a pas parlé, mais c'est le corps à corps. Strickland, il accepte le 50-50, tu vois. Il accepte facilement. Et donc, contre Fluffy, à un moment, ça va au corps à corps. Il prend un bras au-dessus, un bras en dessous, tu vois. Et voilà, il se relâche à ce moment-là, tu vois. Et ça, il faut pas qu'il le fasse. Il l'a fait contre Duplessis. Duplessis l'a mis au sol, hein. Et Khamzat, c'est quelqu'un, justement, tu peux pas relâcher la pression contre lui. Quand tu vois comment il lutte, c'est l'activité qui fait qu'il trouve chaque fois son finish. Voilà, donc Khamzat, il peut aussi se retrouver à cadrer, et puis juste attraper et venir bus contre bus, tout simplement, dans cette position-là. Et puis pas obtenir son takedown en Greco. Et ça aussi, c'est des trucs que j'aimerais voir, tu vois. On va passer au pronostic. T'as vu les cotes ou pas? Non, du tout. Avant de te les donner, je suis curieux de voir combien tu donnerais en pourcentage. Là, comme ça, à l'annonce, j'aurais donné un 80-20, tu vois. En me posant un petit peu plus, le fait que ce soit synchrone, le fait que ce soit le roi des upsets. Des upsets, peut-être plus un 70-30, 70-30. Ouais. Écoute, Khamzat, en tout cas, hier, quand j'ai pris mes notes, ça a peut-être évolué depuis. Khamzat était favori à 1,16 sur unibet.fr, ce qui amène le coco Sean Strickland à 3,95. Donc, c'est très proche du 80-20. On n'y est pas encore, mais vraiment pas loin. Et petit clin d'œil, du coup, puisqu'on en a parlé, c'est très proche de la cote qu'il avait face à Israël Adesanya. Donc, je te rejoins. 80-20, hein. Ouais, proche du 80-20 contre Israël Adesanya. Je suis même pas allé voir contre... je suis pas allé voir contre Fluffy. Ah non, contre Fluffy, c'est quand même un peu plus serré que ça, en fait. Après, c'est des codes de paris, hein, c'est le nombre de personnes. Mais c'est vrai qu'en termes de probabilité, moi, je descendrais plus à un sorte de 70-30, tu vois. Je vois quand même un petit chemin possible, hein. Mais en fait, c'est là où ça a ouvert. Ça a ouvert à 300... Ouais, non. Non, ça a ouvert à moins 400. Ouais, non, c'est... Mais ça a ouvert un tout petit peu plus serré. Genre, ça a ouvert plus vers le 75-25. Et ça se rapproche maintenant du 80-20. Donc, ça veut dire qu'à 75-25, les parieurs se sont positionnés quand même sur Khamzat. Mais je pense que ça va peut-être redescendre à 75-25. Je pense que... Non, tu ne penses pas que pendant la Fight Week? Ouais. On va suivre ça, Je pense qu'il y en a peut-être qui vont se positionner et se dire, attends, ils vont peut-être se remater quelques combats de Strickland et se dire, le chemin, il est quand même présent, quoi. Ouais, j'essaie de regarder vite fait là, les combats. Genre, il était à peine favori contre Magomedov, Abu Magomedov, il a détruit. Contre Imavov, il était underdog. Contre Cannonier, il était underdog. Alors, c'est une split, hein, mais voilà. Ouais. Il a quand même pas mal de victoires en tant que underdog. Hein. Donc, voilà, les parieurs, je sais qu'ils aiment bien ça. Donc, ça pourrait se resserrer, effectivement. Pour ça, pourrait se resserrer. Du coup, ton prono? Mon prono, moi, je vais... Mon prono, je pense que Chimaev va l'emporter, clairement. Après, voilà, comme d'habitude, là, je vous ai fait des scénarios et clairement, je vais regarder le combat pour les scénarios, tu vois. Ouais. Donc, mon prono, c'est ça. S'il le soumet, tu penses que la plus probable, c'est quoi? Bras-tête, étranglement arrière? Si tu te réveilles et on te dit, OK, Chimaev a soumis Strickland, devine comment? Tu te positionnerais sur laquelle? T'es en train de regarder les soumissions à l'actif. Non, je regarde Non, je sais qu'il a pas de... Je regarde le physique de Duplessis. Étranglement arrière, je dirais. Ouais. Étranglement arrière. Bras-tête. C'est vrai qu'il n'a pas de bras-tête. Il n'a pas de victoire par bras-tête dans sa carrière, Chimaev, ça me surprend. Beaucoup de darts. Des darts. Ouais, il en a pas mal des darts. Hein. Ah ouais. Enfin, pas mal. En fait, il en a 2, quoi.
Ah, C'est son- Dars, ouais. Je suis pas sûr qu'il osera aller jusque-là, tu vois. D'aller chercher une Dars. Je suis pas très sûr. Ouais. Étranglement arrière, ouais, je pense que ce sera le plus probable. Ouais, moi, À voir. honnêtement, j'ai du mal à me positionner. Mais Clairement, je vois Khamzat l'emporter. Cette fois-ci, je ne serais pas surpris si Strickland l'emporte parce que, comme on l'a dit, il nous a tellement surpris dans sa carrière oui, qu'au bien final, sûr, ça hein. deviendrait même plus une surprise. Ce serait assez exceptionnel d'ailleurs. Mais j'ai du mal à me positionner sur un scénario. Je peux vraiment voir la décision. Je peux vraiment voir le finish au premier round. Je peux vraiment voir. Et en fait, le mieux pour Khamzat, c'est, tu vois, tu montres une amélioration en grappling et tu vas chercher un finish dans le troisième round. Comme ça, ce serait vraiment Ah ouais, moi ça pas me mal plairait pour. bien, hein. Par contre, en termes de préférence, pas pour ce combat-là, mais pour l'avenir, j'ai une petite préférence sur Strickland. Ah oui? Sur une énorme surprise, on se dit, il n'y a pas de rematch. Juste histoire qu'on ait Nassourdine Imavov contre Strickland 2 pour la ceinture. Ouais, mais il y aura un rematch, c'est sûr, hein. Moi, c'est pour ça que je suis pas très chaud. Hmm. Strickland qui l'emporte, pour moi, il va d'office y avoir un rematch. Ça m'étonnerait. Ça ça me- dépend, ça fait pas beaucoup de vues là et tout. Je sais tu pas. crois que ça va faire plus avec... Non, Non. non, certainement pas. En Écoute, Europe, oui, mais à une l'international, non. décision. Alors, peut-être que l'idéal, le scénario idéal, ça serait une décision partagée, tu vois, avec très serré, j'en sais rien, avec un 5e round où c'est vraiment la tempête pour Chimaev, il survit et puis il l'emporte à la décision. Puis il monte de KT, tu vois. Ouais. Et puis après, la ceinture est vacante et on a le Et on combat se dit, qui se- Strickland, il a fait ce qu'il fallait pour avoir son shot à la vacante et c'est contre Imavov qui est évidemment sportivement celui qui est le mieux placé et de très loin. Ouais, ça fait une pierre deux coups, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je signe. Et en plus, honnêtement, si ce combat est une split, en tant que fan, tu vas vraiment être là, genre, waouh, je m'y attendais pas. Tu vois, je m'attends pas à avoir une split dans ce combat. Non, clairement pas. Mais si ça l'est, c'est qu'il y a quelque chose de particulier et de kiffant Mais bon, dans. là, c'est une projection générale. Après, moi, clairement, ça va être vraiment... J'ai vraiment hâte de voir le combat. Et puis, encore une fois, si on arrive à voir un game plan, un truc qui est suivi, je serais Ouais, comme d'hab. pour le vainqueur, comme d'habitude, hein. Et tu vois, tu parlais du combat de Strickland contre Fluffy. Je t'avoue que... ou même... en fait, les combats que j'ai revus, je les ai trouvés beaucoup plus intéressants la deuxième fois, tu vois. Ouais, j'espère que t'as pas revu contre Paulo Costa parce que c'est là tu peux le revoir une deuxième fois. Je suis persuadé que tu le Non. trouveras pas plus intéressant que la première fois. Mais Mais- Fluffy Strickland, j'avais été super déçu par Fluffy. Et c'est vrai qu'en regardant Strickland, je me dis, Fluffy a fait le mauvais game plan, mais Strickland avait le bon game plan aussi, tu vois. Et c'est souvent un mix des deux, quoi. C'est marrant à quel point l'angle comment dire, l'attente avec laquelle tu regardes un combat peut complètement influencer ta lecture et ton analyse en direct. Et quand tu regardes Ah une ouais. deuxième fois, pareil pour Khamzat contre Dricus, je me rappelle avoir quand même été surpris de à quel point les gens étaient déçus. Moi, j'avais trouvé ça ok. Ah, Mais du coup, je suis vraiment resté sur cette idée de il faut pas revoir ce combat, il vaut pas la peine et tout. Et là, pour l'analyse, je me dis, bah, c'est le meilleur combat à analyser pour Ouais. sortir cet épisode. Et du coup, en revoyant, j'étais vraiment avec des attentes très basses. Et j'étais là, je me dis, bah, non, en fait, ça va, c'est re-regardable. bah écoute, je suis d'accord. Moi, j'étais super emballé par ce combat parce que bah ça me stressait un petit peu d'avoir j'étais un peu pour Chimaev, tu vois. Et j'étais un peu stressé qu'il fatigue. Et puis bah le 5e round était stressant, tu vois. Mais mais c'est vrai que j'avais entendu les arguments négatifs, que c'était ennuyant, etc. Mais c'est vrai qu'en le regardant, moi, je le trouve vraiment bien, quoi. Ouais. Ça manque un peu de générosité peut-être, mais voilà. C'est la bonne, Oui, quoi. alors c'est pas le combat que je vais regarder Ah non. pour le plaisir. C'est le Mm. combat que j'ai apprécié revoir pour l'analyse. Ah, Mais je vais pas aller le revoir une troisième fois, sauf la prochaine fois qu'on doit reparler de Mais- l'un ou l'autre, si c'est justifié dans le pool de combats à revoir. mais ça s'entend qu'on pourrait avoir un Chimaev 2.0 avec un peu plus de générosité, un peu plus de contrôle et de liberté au niveau des bras pour pouvoir frapper ou un jeu de soumission. Et je pense que là, tout le monde sera satisfait. Ouais, le meilleur. En fait, il doit prendre le meilleur des deux mondes, tu vois, pas être trop généreux au premier round comme il a pu le faire par le passé, parce que clairement, ça aurait pu se retourner contre lui, Ah bah notamment oui, contre Burns et contre Ousmane. Et c'était sur 3 rounds. Mm. Et effectivement, voilà, pour pas éteindre les fans non plus, s'il est trop du côté de ce qu'il a proposé contre Dricus du Plessis, et s'il le fait pendant 2-3 combats d'affilée, sa hype, elle va complètement être à plat. Donc, il doit trouver le juste milieu. Et c'est tout ce Tout à qu'on fait. peut lui souhaiter pour le week-end prochain. Mais il y a probablement des gens qui écoutent cet épisode
lors de la Fight Week. Donc c'est pour ce week-end, pour ceux qui sont un peu en retard. Les amis, merci. Brian, en tout grand merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Nous en profitons pour rappeler que nous sommes ambassadeurs des marques Nutrimuscle et Oko. Cela signifie que si tu achètes chez eux en passant par nos liens, tu aides la chaîne à se développer. Nutrimuscle a une mission claire, rendre la nutrition sportive accessible en respectant les plus hauts critères de qualité. Chaque ingrédient est sélectionné pour préserver leur pureté et chaque produit se limite au minimum d'ingrédients nécessaires. Rejoins Morgan Charrière, Benoît Saint-Denis et Fight Minds dans la team Nutrimuscle en profitant d'une réduction via notre code promo NMA_FM5. Le lien vers leur site est en description de cette vidéo. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Les polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. La gourde Oko a un côté ultra pratique et aussi économe. On arrive à 10 centimes le litre d'eau, voire moins, grâce à notre code promo FMOKO qui offre 10% de réduction.